Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Nous retrouvons Pete dans son véhicule, sa voiture, accompagné par un autre Nosferatu. Il s'agit d'un certain Élucide qui serait responsable de l'accident du Community Center. Afin de permettre à un de ses amis mortels de survivre à un cancer, il l'a secrètement nourri de son sang sans l'avertir des effets secondaires, comme la force exceptionnelle que cela lui a conférée. Très attaché à ce sans-abri, Élucide a imploré la coterie de laisser le vieil Alistair en dehors de ses histoires. En contrepartie, il a offert de leur révéler une machination dont il a connaissance et qui pourrait constituer une menace bien plus grande pour les descendants de Chicago que l'incident dont il est responsable. C'est Pete qui l'accompagne car c'est le seul de la coterie à savoir se rendre invisible à l'esprit. Et Lucide a été très clair, l'endroit où il l'emmène est particulièrement dangereux et ils ne doivent pas se faire repérer. Quel genre de voiture conduit Pete, Guillaume ? Je verrais bien une espèce de coupé sport, vraiment le genre de voiture qui en jette, quoi. Peut-être même un peu ancienne, une voiture de collection. Ouais, peut-être un truc vintage, sachant que lui, il a quand même quelques années derrière lui, ça peut être un véhicule qu'il a depuis longtemps aussi. Ouais, je verrais bien genre une petite Ford Mustang. Oh, ou pourquoi pas, tiens, pour rester dans le personnage, une Gran Torino. La voiture de Clint Eastwood. Bah ouais, carrément. Une Gran Torino 1970. Très bien, donc Pete est au volant d'une Gran Torino 1970, très bien. Est-ce qu'il échange un peu avec son confrère Nosferatu durant le trajet ou est-ce que c'est plutôt un trajet silencieux ? Je suis quand même un petit peu intrigué par l'endroit où il m'emmène, même si je me doute qu'il va pas être très loquace. J'essaie de lui tirer un petit peu les verres du nez, avoir quelques pistes. Je lui demande bon alors, cet endroit où tu m'emmènes, à quoi je dois m'attendre ? Et Lucide paraît un peu enfermé. Il répond avec une certaine douceur dans la voix, mais il paraît évident qu'il est tendu et inquiet. Il y a une odeur pestilentielle qui se dégage de sa tenue, notamment de son blouson d'équipe de sport de lycée qui est élimé et crasseux. Clairement, le Nosferatu a l'habitude d'évoluer dans des endroits plutôt insalubres. Il répond « Eh bien, c'est dans les souterrains, comme tu peux t'en douter. Il y en a d'autres comme nous. » Donc, si j'ai bien compris, ça implique les Nosferatu, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je crois qu'il s'agit d'enfants de mon propre sire. Et ton sire, tu peux me rappeler, c'est quoi son petit nom ? Je le connais pas, il ne l'a jamais utilisé avec moi et j'ai fui dès que j'ai pu. Il est particulièrement fou, il voulait à tout prix. Maintenant je comprends mieux ce que c'est depuis que j'ai pu échanger avec d'autres des nôtres. Il voulait me lier par le sang à tout prix pour que je le serve. Il parlait toujours de ses grands plans et il avait une idée assez arrêtée sur ce que nous sommes et sur le sort que l'on mérite. Je pense que un peu intrigué par la vie qui se fait de son sire, je sens que c'est un sujet un peu sensible. Je vais pas creuser plus que ça et puis le reste du trajet, on va faire ça en silence. Je le laisse me guider jusqu'à notre destination. Très bien. Après une vingtaine de minutes, il t'a emmené un peu plus loin en ville, mais toujours dans l'enceinte de Chicago même. Et Lucide l'a mené dans les souterrains sordides et odorants de la ville, qui est pas forcément pour plaire à Pete, qui est pas habillé en conséquence, pour déboucher finalement sur un espèce de tuyau avec une large ouverture qui donne sur un mur de briques enfoncé. Il semblerait qu'il s'agisse du vieux système d'évacuation des eaux de la ville, et ce passage les mène dans une espèce de grande pièce. Et c'est juste avant d'entrer à l'intérieur que Élucide fait signe de se cacher à la vue de tous, car c'est là que les risques sont les plus grands. Du coup, moi, comme j'ai prévu de toute façon d'user de mon occultation pour me cacher aux yeux de tous, j'essaie d'éviter au maximum de salir mon pantalon et je le retrousse jusqu'à peu près en dessous des genoux, ce qui me donne un air particulièrement ridicule, mais je me dis que de toute façon, je serai invisible. C'est un mal pour un bien. Du coup, tu vas me faire un jet de soif.
si tu utilises ton pouvoir de niveau 2 d'occultation. Ouais, tout à fait. Pour pouvoir me déplacer. Tout à fait. Ma soif augmente. Très bien. Donc, Pete est à 3 en soif. Pete fait usage de passage invisible, qui lui permet donc de se déplacer sans être vu, et Lucide fait de même. Ils peuvent enfin pénétrer dans l'endroit qui les attend de l'autre côté de ce mur de briques brisé. C'est une énorme pièce souterraine, avec un énorme bassin au milieu, où se rejoignaient autrefois plusieurs grandes canalisations, avant de finir dans l'usine d'épuration un peu plus loin. Alors que cet endroit devrait être plongé dans les ténèbres, il se trouve illuminé par des lampes de chantier qui sont installées un peu partout. Depuis le passage en hauteur par lequel ils arrivent, Pete et Lucide peuvent voir que le grand bassin vide accueille des couchettes, au nombre de 5, et même une sorte de petit autel avec une croix chrétienne accrochée à même le béton. Une sorte de râtelier d'armes a été installé à côté. Il est composé de pieux taillés dans de nombreux morceaux de bois divers, des machettes, mais aussi 2 fusils M16 et quelques armes de poing. Sur une sorte de table de camping, des documents semblent avoir été assemblés. On n'entend rien, si ce n'est le bruit lointain des canalisations d'eau. Il ne semble y avoir personne. Je vais m'approcher des documents sur la table de camping. Je pense que c'est la chose qui m'intrigue le plus. Il descend. Il y a une espèce d'escalier qui permet de quitter les hauteurs de la pièce et rejoindre le niveau où se trouve le bassin. Puis après, il y a une pente douce qui descend. Une fois qu'il arrive au niveau des documents, il peut y jeter un coup d'œil. Tant qu'il est discret dans ses mouvements et qu'il ne fait pas trop de bruit, normalement, personne ne devrait pouvoir le remarquer. Les documents, j'ai la possibilité de les parcourir sans les toucher, justement, déjà dans un premier temps. Déjà, tu peux effectivement regarder un petit peu tous ces documents, essayer de voir de quoi il s'agit. Ça a l'air d'être des plans. Il y a des plans de plusieurs bâtiments, dont un que tu reconnais parce que c'est quand même un bâtiment qui est très connu dans le milieu des descendants de la ville. C'est les plans du Succubus Club. Et il y a également les plans du Chicago Art Institute, qui est un lieu où se déroule très souvent l'Elysium. Et il y a quelques photos qui ont été prises. C'est des photos argentiques qui ont été prises visiblement dans des conditions de luminosité assez aléatoires, mais qui permettent d'identifier quelques visages qui te semblent familiers, que tu penses avoir croisés ici et là dans les différentes réceptions de la cour. Donc, visiblement, il y a des portraits qui représentent des descendants de la ville. Je regarde les plans d'un petit peu plus près, notamment peut-être celui de l'Elysium, celui que je connais le mieux, mais voir qu'est-ce qui les intéresserait en fait sur ces bâtiments. Alors tu connais très bien le Chicago Art Institute parce que c'est un lieu que tu côtoyais déjà de ton vivant et que tu apprécies également parce que outre le fait qu'on y donne cours, bah c'est également un musée et c'est un musée qui est très fourni en œuvres d'art de qualité, donc tu aimes t'y rendre, je pense. Ouais. Tu peux remarquer que quelques voies d'accès secondaires qui ont été entourées au marqueur. Visiblement, on a cherché peut-être à déterminer des voies d'accès discrètes pour pouvoir pénétrer à l'intérieur à l'insu des vigiles de l'entrée. D'accord. Alors que tu es en train de regarder tout ça, tu entends 2 voix qui viennent d'un peu plus haut. En fait, une autre ouverture que celle que tu as empruntée avec Élucide. Au début, tu ne remarques rien, mais alors qu'ils arrivent au niveau du coup de la fosse et de ce bassin dans lequel tu te trouves, tu remarques 2 silhouettes qui finissent par apparaître. 2 hommes de taille moyenne, la posture un peu trapue et des tenues discrètes du style manteau noir, pantalon un peu épais et capuche sur la tête. Et tu les entends qui discutent. J'ai pu suivre l'écrivain. Comme nous l'a dit Azrael, il n'a pas été en mesure de me repérer. Semblerait qu'il se cache dans un petit café, le Blue Moon. L'autre lui répond avec un sourire un peu narquois. Ah, ma cible était facile à espionner, mais elle m'a l'air d'avoir du soutien. Elle dirige une sorte d'école pour les enfants noirs défavorisés à Bronzeville. Je suis certain que cette catin en profite pour manipuler ces pauvres âmes. Selon notre maître, elle a la peau dure et il faudrait que nous parvenions à obtenir les balles incendiaires qu'il nous a demandées. Ils enlèvent leur capuche. Ils commencent à se mettre à l'aise dans cet espace qui semble être leur lieu de vie habituel. Et il paraît assez évident que ces 2 personnes sont des Nosferatu.
Leur visage est déformé par la malédiction. Leurs oreilles se sont taillées en pointe. Leurs crânes sont décharnés et dépourvus de toute pilosité. Ils ont la peau très pâle et leur faciès est un peu déformée. Pour l'instant, ils ont pas l'air de t'avoir remarqué, mais toi tu te trouves en plein milieu de là où ils sont en train d'évoluer. Je vais du coup m'éloigner de la table, me rapprocher d'un mur pour en gros mettre un endroit qui n'est pas un lieu de passage. Oui. Et puis continuer de tendre l'oreille. T'as parlé d'un institut pour enfants défavorisés, c'est ça ? Effectivement, il y en a un qui a mentionné une école pour les enfants noirs défavorisés à Bronzeville. Bronzeville, c'est un quartier populaire de Chicago. Est-ce que c'est quelque chose qui me parle, ça, ou Tu connais pas cet endroit particulièrement, mais tu te doutes que ça doit être assez facile de trouver ce genre d'établissement une fois que tu auras ne serait-ce qu'un annuaire sous la main. J'en prends note également, j'essaie de me rappeler du nom du café évoqué par l'autre, le Blue Moon, c'est ça ? Tout à fait, oui. Je me dis qu'à défaut de moi avoir des infos dessus, je me dis que ça parlera peut-être à mes compagnons. En tout cas, c'est une information que je garde de côté pour leur en parler quand j'en aurai l'occasion. Et toujours tapis contre le mur, je tends l'oreille voir ce que je peux apprendre de plus sur leur conversation. Voilà l'un d'eux qui va se diriger devant l'espèce d'hôtel. Tu peux remarquer maintenant qu'il y a une sorte de petit calice et d'autres ustensiles liés au culte chrétien. Et tu peux l'entendre d'une voix un peu sourde réciter quelques prières. L'autre est parti s'occuper de ses affaires. Tu le vois qu'il trifouille dans son sac de couchage, puis qu'il va vérifier un peu les documents sur la table que tu avais inspecté avant, de sorte que tu le croises presque quand tu fais ta légère translation pour rejoindre le mur. Ils ont pas l'air d'être dans une humeur très bavarde, mais tu entends l'un d'eux mentionner que les autres ne devraient pas tarder. Je me rapproche quand même de la sortie par laquelle je suis arrivé. J'ai envie d'attendre ces fameux autres qui doivent venir, mais en même temps, je me dis que si ça tourne au vinaigre ou si parmi les invités, il y en a un qui commencerait à se douter de ma présence, je préfère être pas très loin de ma porte de sortie. D'autant plus que même si Pete bénéficie du pouvoir d'occultation, c'est pas non plus la personne la plus discrète. Et ce serait malheureux de devoir naviguer de manière très agile pour t'échapper, ça risquerait de te coûter cher. Pete remonte tout doucement, vraiment pas par pas. Il finit par arriver à peu près au niveau de l'entrée où l'avait amené Lucide. Est-ce que tu attends encore un peu ? Oui, si a priori il y a d'autres individus qui doivent venir, j'ai envie d'attendre. Si j'ai moyen de tous les voir si j'en connais un parmi eux, ou si j'arrive à peut-être entendre un nom. Mon idée, c'est vraiment d'essayer de les laisser parler, de gratter le maximum d'infos pour après pouvoir en discuter à la fois avec mes compagnons et éventuellement peut-être avec mes contacts au sein du clan Nosferatu, savoir s'ils savent un petit peu de quoi il en retourne. Parce que d'un certain côté, j'ai pas envie non plus de m'interférer dans les plans de quelqu'un qui serait mon potentiel allié, donc j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus dans un premier temps. Quelques longues minutes passent encore, et d'autres figures viennent se joindre aux deux qui sont déjà en train de s'affairer en bas. Il y en a 3 autres qui finissent par les rejoindre, dont 2 portent de manière assez ironique des tenues de prêtres, avec un col romain, avec une tenue de prêtre, mais qui est, semble-t-il, tachée et probablement en très mauvais état de ce que tu peux voir. Ils s'adressent les uns aux autres avec des noms issus de la Bible, les noms des prophètes en fait. L'un s'appelle Isaïe, l'autre s'appelle Jérémie, un autre s'appelle Ézéchiel, un autre s'appelle Daniel, un dernier s'appelle Zacharie. Tu les entends un peu discuter. Les autres disent que leur mission ne s'est pas aussi bien passée que celle des 2 autres et qu'ils n'ont pas réussi à suivre leur cible jusqu'à l'endroit. Mais en tout cas, ce dont tu peux être sûr, c'est que ils ont l'air de préparer quelque chose et que c'est presque imminent. Ils prévoient quelque chose dans les jours qui viennent. A priori, il y a un peu la compétition entre eux sur qui sera celui qui ramènera les meilleures informations à celui qu'ils appellent Azraël pour pouvoir mener la mission à bien. Tu finis par peut-être t'échapper tout de même. Ouais, je pense que maintenant que j'ai pu gratter quelques noms, je me demande quand même qu'est-ce que c'est que cette bande d'apôtres, est-ce qu'ils sont en train de manigancer. Mais ouais, je tente pas le diable plus que ça, je finis par faire demi-tour. Jusqu'à vraisemblablement sortir des souterrains, je pense, avant de lever mon occultation, en espérant que Lucide ne tarde pas non plus, puisque je n'avais aucun moyen de le localiser. Et même chose pour lui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Tout à fait, c'est un petit peu le paradoxe des Nosferatu. Une réunion de Nosferatu, c'est une réunion de personnes invisibles qui ne peuvent pas se voir les unes les autres. Alors, tu fais tout le chemin retour tout seul. T'as pas l'impression qu'Élucide est dans les parages. Et c'est seulement quand tu retrouves ta voiture qu'il finit par refaire son apparition. Vous avez vu, ça c'est un vrai danger. Moi, j'ai fait une bêtise, je l'avoue, mais vous voyez bien que l'info mérite clémence. Un vrai danger. T'es gentil, mon petit bonhomme, mais là, tout ce que j'ai vu, c'est une réunion de zinzin qui s'amuse à dessiner des trucs sur des plans et à stalker des gens, de ce que j'ai compris. Ça me dit pas grand-chose. Si je me pointe voir le shérif avec ça, il va me rironner. Vous n'avez qu'à dire au prince que vous avez remonté la piste de qui avait donné sa vitae aux sans-abri et que c'était l'un de ceux-là. Comme ça, ils s'intéresseront à leurs affaires plutôt qu'aux miennes. Bah alors t'es gentil, mais tes petits conseils pour te couvrir, tu peux te les garder. Hein. Je vous en prie, je veux de mal à personne, moi. Ouais, je vais y réfléchir. Je le laisse volontairement un petit peu mariner, j'ai pas envie de lui donner une réponse définitive parce que je suis pas non plus certain déjà de pouvoir lui faire 100% confiance. Et puis bon, malgré ses bonnes intentions, il représente quand même un danger pour la mascarade, donc j'ai pas non plus envie de trop le couvrir, je veux lui faire comprendre qu'à un moment donné, il doit aussi un petit peu gérer ses problèmes, quoi. Même si à côté de ça, le donner en pâture au shérif, je me sens pas forcément à l'aise avec ça. Du coup, il te laisse là, c'est-à-dire que il ne fait pas le trajet avec toi en voiture pour le retour. De toute façon, la nuit est déjà très avancée, il va falloir songer à bientôt se mettre à l'abri. D'autant que Pete ressent une soif assez forte depuis l'utilisation de ses pouvoirs dans les souterrains. Est-ce que tu as un plan particulier pour te nourrir ou tu comptes rentrer à ton refuge dans cet état ou au refuge de l'un des autres, peut-être ? Retourner à mon refuge dans cet état, j'ai peur d'avoir du mal un petit peu à me maîtriser au réveil la nuit suivante. Je sens la bête qui gronde en moi et qui commence à me faire savoir que la soif est de plus en plus forte. Je serais tenté du coup de rejoindre le refuge d'Armance, savoir si elle pourrait me dépanner un petit calice, n'étant pas forcément très à l'aise pour chasser, particulièrement dans la rue, si je peux... En pleine nuit, effectivement, c'est pas vraiment ton terrain de chasse habituel. Du coup, Pete se rend chez Armance